Nickel. C'est parti, live. Ah, tu vois, regarde, il y a déjà une personne. Fonfon. Alors, donc aujourd'hui, nous recevons Marc, qui est lithothérapeute et lapidaire. Je précise lapidaire parce qu'il ne fait pas que revendre des pierres, il les grave, enfin il les taille et il les grave. Et il a une école qu'on appelle École de la pierre, hein, si je me trompe pas, où il forme les personnes à la, on dit pas lapide, À la litho, à la litho, la entre litho, autres. puis oui, apprendre aussi à graver les pierres. Alors, tailler, pas graver, tailler. Tailler, Polir. ouais, polir, voilà. Excuse-moi. Mais lapidaire, ça se dit le mot, hein. Je me trompe Alors, on pas. dit lapidaire. Alors, moi, c'est du cabochonnage. C'est-à-dire que je fais pas de la Ah, taille, je fais pas du cabochonnage. facettage. Je fais D'accord. voilà, du polissage, c'est plus du polissage. Un cabochon, c'est une base plane avec un dôme. Et on va faire ça pour les bagues, les pendentifs, les boucles d'oreilles, mais c'est pas du facettage, d'accord? C'est D'accord. plus. Parce que lapidage, ça correspond à facettage, en fait. Lapidaire, en fait, non, le lapidaire, tu as le cabochonnage et après, tu as le facettage quand tu fais du diamant, de l'émeraude, des pierres précieuses qui vont être envoyées en joaillerie pour être serties sur métaux précieux comme de l'or. Souvent, ce sont des pierres qui sont taillées, qui sont facettées. Tu as plusieurs D'accord. facettes. Et Oui, ça, mais je le fais pas. le terme lapidaire, on peut quand même le Lapidaire, transmettre. c'est global, c'est de la taille de la Ah, pierre. d'accord, voilà. Donc, tu peux être considéré comme lapidaire. Voilà. Bon, C'est après, artisan qui polie, d'accord. Ok. ouais. Alors, du coup, tu me dis où est-ce que tu habites ou qu'est-ce que tu fais exactement parce qu'il n'y a pas que ça. Et déjà, tu vas te présenter, puis après, on Ça va voir, marche. on va continuer le truc. Vas-y, alors, à toi, c'est à toi, vas-y. Ben, merci Séverine pour ton invitation. Ça faisait un petit moment déjà que tu voulais que je participe et c'est vrai que je repoussais parce que je suis pas mal occupé. Donc merci encore. Oui, puis j'ai des Ça fait un soucis petit moment que d'internet, donc j'apprécie ça n'a aussi. pas été simple. C'est bien. Tu lances ta chaîne, donc bravo parce que il faut des gens comme ça qui se sortent, enfin qui se motivent et qui parlent des autres. C'est bien. Donc merci à toi d'abord premièrement. Et puis, oui, alors nous, on s'était connus pour le petit rappel. Tu m'avais vu tailler des pierres et tu m'avais commandé, enfin, tu m'avais demandé de la poudre de lapis lazuli pour faire dans tes Oui, savons à que l'époque. j'avais utilisé dans les savons, ouais. Ouais, tu m'as fait un très joli savon. Voilà, donc c'était la petite anecdote comme quoi. Et bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Marc Pellas. J'habite à Saint-Martin-Noyer, un petit village en Vendée, d'où ma mère est originaire. Donc, j'ai mes racines dans ce coin-là, une partie de mes racines. Et sinon, moi j'ai grandi en région parisienne, je suis venu ici quand j'avais une dizaine d'années. Et très tôt, j'ai été envoyé aux États-Unis, donc à l'âge de 14 ans. Donc j'ai vécu une partie de mon adolescence aux États-Unis et j'ai fait mes études en film et photographie à Chicago notamment. Donc voilà, je suis un peu un voyageur. Et quand je suis revenu en France à l'âge de 23-24 ans, j'étais un peu beaucoup paumé. Et je me suis cherché pendant quelques années dans la photographie, la peinture, etc. Mais il me manquait quelque chose. Étant certainement scorpion et ascendant poisson, le scorpion, il avait besoin de choses, comprendre certaines questions, répondre à certaines questions existentielles, certainement. Et le poisson, il flotte, il est un peu, comment dire, un peu éthéré. Et là aussi, il y avait des questions, toute la spiritualité, certainement, qui me taraudait, mais comme je n'avais pas cette éducation, évidemment, j'étais un peu dans le brouillard, Hum. classique pour un poisson. Et je suis allé, à l'âge de 29 ans, je suis allé à Bordeaux, puisque je venais de Chicago et mon petit village ici, ça ne me suffisait pas. Donc, je suis parti à Bordeaux, parce que je trouvais que c'était une belle ville. C'était par rapport à Chicago, on avait des extrêmes en température et en tout. Là, Bordeaux, c'était un climat tempéré, c'était une ville à dimension humaine. À l'époque, c'était il y a 20 ans. Salut Gilles, de Bordeaux, qui est pas loin d'ailleurs de Bordeaux. Et du coup, j'avais bien aimé cette ville et au départ, j'étais allé pour apprendre la musique. Donc, je me suis inscrit à des cours de musique vivante. Mais là aussi, quand on arrive avec des gens qui ont déjà 10-15 ans de musique, et puis nous, on reprend un peu à zéro, je ramais un petit peu, faut dire ce qui est. Mais la musique m'a beaucoup apporté dans la compréhension des règles d'harmonie. Et j'avais un professeur de musique qui voyait les sons. Et Ah, s'il m'a transmis une chose, c'est bien ça, c'est que à écouter la musique, j'ai développé ma sensibilité au point de sentir que les percussions de batterie me
des fois me percuter l'aura, en fait. Percuter, ouais, c'est marrant Ouais, ça. comme si mon aura, c'était une canette de coca qu'on écrasait. Des fois, en faisant des sons, je me souviens de faire un ré dans les basses à la flûte et j'ai vu une belle lumière bleue circuler. Et Magnifique. voilà, la musique m'activait. Je commençais à avoir des visions avec la musique. Mais déjà, il y avait un certain travail, c'est-à-dire qu'avant d'arriver là, euh, enfin, tout ça, ça s'est fait un peu en même temps quand j'étais à Bordeaux. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais pas de perception. Je venais de la photographie, du film. J'étais intéressé par la poésie, les arts, mais je n'avais aucune connaissance dans tout ce qui était la lithothérapie, le chamanisme, tout ça. Je connaissais pas. Je connaissais même pas les termes en réalité. Mm. Et j'avais une amie indienne de Calcutta que j'avais rencontrée et j'étais allé à Calcutta donc chez elle pendant quelques temps, étudier la musique indienne, la flûte indienne, notamment le bansuri. Et, et là-bas, comme je faisais des cours d'astrologie un petit peu à Bordeaux, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, j'ai vu un astrologue indien, et les astrologues indiens, pour corriger le thème astral, ils vont conseiller le port de gemmes, c'est-à-dire de pierres précieuses, sur des endroits du corps, notamment en bague, mais ça peut être aussi l'oreille, le nez, ça peut être autour d'un bracelet, autour du bras, de la hanche, enfin peu importe. Et donc, ils vont travailler avec 10-12 pierres gemmes qui vont placer à différents endroits du corps pour corriger le thème astral, en fait. Et donc, j'avais trouvé cette approche très intéressante. Très intéressant. Ils utilisent aussi les mantras en fonction des divinités, puisque chaque planète est associée à une divinité. À l'époque, moi, j'avais pas de spiritualité, notamment pas de spiritualité indienne, donc les mantras, ça ne me parlait pas. Et c'était de l'astrologie, excuse-moi, c'était de l'astrologie védique ou c'était de l'astrologie? Oui, ouais, d'accord. Là-bas aussi, en Inde, l'astrologie védique, il y a différentes écoles. Oui, oui, mais c'était plus l'astrologie védique, c'était pas l'astrologie occidentale. C'était l'astrologie védique avec les demeures lunaires, etc. Alors, ils avaient quand même les 12 signes, hein, ça parlait, mais voilà, c'était fait à l'indienne et pas tout à fait comme les. Oui, il y a Raoult et Ketu, et il y a deux. Voilà. On se retrouve, enfin, moi, ce que je trouvais à l'époque de l'astrologie védique traduit en français, c'était pas tout à fait comme ce que j'avais pu découvrir là-bas, parce que là-bas, déjà, ils ont leurs propres éphémérides calculés à la main, qui sont différentes des éphémérides occidentales. C'est-à-dire qu'en Occident, on va simplement faire un décalage de 23 degrés. Et là-bas, quand on applique ça, quand on regarde un thème fait à la main par un jyotish indien, hindou, pardon, de l'Inde, on va voir que les planètes, c'est pas tout à fait 23 degrés. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, étudier l'astrologie indienne, ça m'aurait intéressé, mais ça voulait dire marier la fille de l'astrologue, des trucs comme ça. J'avais pas forcément envie de ça. Et donc, je suis resté dans la tradition astrologie occidentale, c'est-à-dire pas le sidéral, mais le tropical. Et voilà, j'ai gardé cette idée de c'était intéressant. Donc, moi, je devais porter une émeraude et un rubis, ou vice-versa, sur les petits doigts. Et je ne me voyais pas, à l'époque, je travaillais pour mon père qui était entouré d'ingénieurs dans une boîte de technologie, en fait, d'informatique, etc. Et j'étais l'artiste parce que je faisais la photo, tout ça, pour la com de mon père, mais je ne me voyais pas il y a 20 ans avec des bagues aux doigts. Ouais. Enfin, aujourd'hui, ça se fait, on voit à la télé, les gens, ils ont des bracelets, les présentateurs, tout le monde a des bagues partout, des pierres. Oui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'était très rare. À part quelques étrangers qui, de leur culture, avaient ça, mais sinon, ça s'arrêtait là. Et du coup, moi, d'abord, je ne me voyais pas dépenser des sommes importantes pour porter des pierres, mais j'avais dans une petite librairie à Bordeaux, qui existe toujours, la librairie Pégase, il y avait une petite étagère avec des petites pierres, et j'avais trouvé un petit morceau de brut, de rubis, donc du corindon et de l'émeraude. Donc, pas qualité gemme, pas du transparent, de l'opaque, mais voilà, ça fonctionne quand même. D'ailleurs, les pierres brutes opaques sont déjà parfois plus puissantes que celles qui sont taillées, qui sont de qualité gemme, qui vont être plus douces, plus légères, mais peut-être moins agissantes. Selon mon ressenti, d'accord, ça reste. Peut-être parce qu'elles ont été plus travaillées par l'homme, donc du coup elles ont été plus impactées. Quand on est brut en fait, entre guillemets. Je sais pas, je pose la question. C'est possible, j'ai pas forcément d'explication, mais au ressenti, enfin, en tout cas celles que j'ai pu ressentir. Alors les pierres qualité jaune, j'en ai pas non plus tenu des milliers dans mes doigts. Hein. J'ai de la topaze qui vient du Pakistan, qui est facettée en gemme et qui fonctionne très bien à l'état brut.
J'en ai jamais tenu en une fois poli. Donc, est-ce que le facettage diminue l'effet? Je sais pas, c'est possible. En fait, l'idée, c'est que si la pierre, elle vous correspond, bah, elle va agir pour vous, quoi. Elle va agir positivement. Et si elle vous correspond pas, elle va agir, mais pas forcément positivement. Et tout le problème, en fait, en litho, il est là, il est de déterminer quelle est la pierre qui vous correspond. Et ça, c'est mon cœur de travail, en fait. Donc toi, tu te bases sur l'astrologie, mais pas que uniquement ça. Non, au départ, c'est l'astrologie qui m'a amené aux pierres. C'est là où je veux en venir. D'accord. Et donc, je reviens en France, et donc de Calcutta, et je vais à cette librairie à Bordeaux, qui a été reprise. Et donc, je prends ces deux petites pierres, je les prends dans la main, je les mets dans la poche, je sais pas trop quoi faire avec. Je ressens pas grand-chose de spécial. Mais j'avais vu dans une des étagères un œil de faucon en forme d'œuf un petit peu, avec d'un côté une sorte d'étoile jaune et de l'autre côté comme un crâne un peu jaune doré, alors que le reste était bleu, type œil de faucon classique. Et j'avais posé cette pierre, donc j'avais mon lit comme ça, j'avais une petite chambre d'étudiant, j'avais une étagère avec tous mes livres d'astro, j'avais la tête là, les pieds ici, et j'avais posé la pierre sur mon étagère ici. Et une nuit, alors que je faisais des inspire-expire, parce que je travaillais ma colonne d'air comme je faisais de la musique, donc je m'allongeais, j'inspirais, j'expirais, puis je faisais un peu de yoga, tout ça, donc j'avais commencé à développer un peu ma sensibilité. Et un jour, je ressens une forte pression sur le crâne, et je sens comme une lumière blanche qui me rentre dans les os, dans les racines des dents, dans la mâchoire, et dans l'ensemble de mon système osseux. Et j'avais les genoux qui étaient pliés, qui se sont mis à trembler tout d'un coup, paf. Je vois les chatoiements, les reflets de la pierre bleue, donc c'est comme un œil de tigre, mais un peu bleu, autour de moi, dans mon aura. Mais il y a 20 ans, moi, je savais pas que ça allait, je savais pas, même l'aura, je connaissais même pas, donc je vois simplement autour de moi ces reflets, et je me dis, qu'est-ce qui se passe là? On m'a pas prévenu, en fait. Et ça dure un certain temps, tout d'un coup, j'ouvre les yeux, je sors de là, et puis je constate que je suis bien ici, présent. Mais pendant un instant, je me suis dit, c'est quoi ce délire, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense que j'étais, alors que je faisais mon travail respiratoire et que j'avais ralenti ma respiration, je pense qu'à un moment donné, ma vibration, elle s'est calée sur la vibration de la pierre et paf, ça a fusionné en fait. D'accord? Ça, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Alors, donc, à cette époque, j'avais une certaine sensibilité, j'avais certainement des carences. Je vivais dans un lieu qui était très perturbé parce qu'il y avait un bar à côté, donc j'avais pas des nuits géniales. Le lieu en géobiologie, j'en parle pas. Je faisais le yoga, je faisais la musique, donc il y avait un ensemble de facteurs qui font que je pense que ça s'est produit. Et aussi, moi, je venais de passer 6 ans à l'étranger et que j'étais pas mal isolé, donc je pense que tout ça, à un moment donné, ça fait un cocktail un peu particulier. Qui fait que pendant les années qui ont suivi, tous les soirs, je prenais une pierre dans la main et ça me déclenchait des visions en fonction de la pierre. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux pierres. Mais là, au départ, je commençais j'avais pris un petit livre de Judy Hall sur les pierres, le best-seller, la Bible des cristaux de Judy Hall, le premier. Et bon, quand on lit les indications, on ne comprend pas tout. Hein. Les phrases, c'est canalisé, ça va dans tous les sens. C'est tout mélangé. Elle est très contestée, Judy Hall, par les gens qui ont une approche scientifique de la litho. Mais moi, je vais la défendre parce que ce qu'elle a écrit, il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir dans l'invisible qu'on ne peut pas percevoir. Donc, pour moi, quelqu'un qui fait plein d'erreurs dans son livre au niveau minéralogie, au niveau scientifique, ok, il y a des erreurs, mais elle n'est pas minéralogiste, elle n'est pas gémologue. Elle a des perceptions des pierres et elle transmet ce qu'elle a perçu. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça comme ça, en fait. Donc, Judy Hall, même si elle est critiquée, moi, je la défendrai, même par rapport à un scientifique comme par exemple Michael Ginger, qui est très très bien, qui a une approche très scientifique des pierres, qui lui va décomposer. Une pierre, c'est un mode de formation géologique, une structure, une composition, une couleur. Donc, elle émet une onde en continu qui véhicule une information. Donc, lui va l'expliquer scientifiquement, et c'est très bien, c'est super. Alors que elle est totalement dans l'inspiration, dans la connexion directe, plus intuitive. Channeling, pour pas dire chamanisme et autres. En fait, les deux sont bien. Les deux, moi, je pense que c'est pas de rejeter l'un est pas meilleur que l'autre.
les deux sont bien, en fait, et il faut prendre les deux, à mon avis. D'accord? Et moi, j'ai travaillé comme ça pendant 20 ans. Et après, j'ai fait encore autre chose. Donc, pendant 3 ans, je prenais des pierres le soir, inspire, expire, je me détendais. Puis, il y a un moment donné, il y avait un déclic et paf, il y avait un champ de conscience qui s'ouvrait et j'avais des visions. Et en fonction de la pierre, je voyais certaines choses. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas. Par exemple, une fois, je tenais une agate blanche, rubanée dans ma main, j'étais allongé sur mon lit, je dormais, tout d'un coup, je m'éveille, je sens une présence qui vient dans mon dos. Et en fait, donc j'ai une vision à 360 degrés, d'accord? Alors c'est un peu bizarre, hein, excusez-moi hein, les amis, mais c'est ce qui s'est passé, je ne vous raconte pas d'histoire. Et cette présence, c'est un squelette, il arrive comme ça, par derrière, il s'assoit sur le bord de mon lit, et là je me dis, bouge pas, c'est mort. Dis rien, cause pas, essaye de ne pas respirer. Je retiens la respiration, je ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Et cette entité, dans cette présence, elle vient, s'assoit calmement sur mon lit. Alors, elle m'avait envoyé de son cœur l'information en télépathie, n'aie pas peur. Quoi. Règle numéro 1, n'aie pas peur. Ouais, d'accord, facile à dire. Ah, n'aie pas peur. Mais bon, ok, il m'avait sécurisé, il m'avait tranquillisé, donc je laisse approcher, il s'assoit sur le lit. Il me met un ongle noir derrière la nuque ici, et il fait ce qu'on appelle une chélation. Donc, à l'époque, je lisais le livre Le pouvoir bénéfique des mains de cette scientifique américaine, Anne Barbara Breman, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et elle parlait comme ça d'un désincarné, d'un être désincarné. Et puis, je le reliais à ça parce que quand je prenais un livre, c'est pareil. Bah, ce qui se passait dans le livre, je le vivais quoi, à cette époque-là. C'était un peu c'est mon époque où je découvrais la spiritualité et tout était devenu très, très magique. Je dis à l'époque parce que maintenant que je fais beaucoup de recherches et que je suis plus ancré, c'est beaucoup moins, ou alors je fais moins attention. Oui, voilà. Mais c'était peut-être justement pour te montrer. C'est qu'il y avait besoin. À l'époque, j'étais bien ancré parce que j'aurais pu partir en vrille et être interné tous les jours. Hein. Franchement, tout ce que je voulais, il y avait de quoi vraiment dévisser, en fait, hein, sérieusement. Hein. Mais j'étais tout le temps, j'avais cette. Je savais que j'étais pas fou. Et j'avais cette. Comment dire cet ancrage intérieur qui fait qu'il pouvait se passer n'importe quoi, je restais aligné et ancré, centré. Alors que j'étais en double vision quasiment en permanence au bout d'un moment. Et donc, ce squelette, il met, comme Oscar là, dans les trucs de biologie, hein, c'était vraiment ça, hein, donc il se met derrière, il met son doigt avec un ongle comme ça, il me fait une chélation, c'est-à-dire qu'il me fait une petite déchirure au niveau de la nuque, son ongle se rétracte, et de son ongle, il y a un faisceau de lumière qui part dans ma nuque, et puis là, je m'endors. Je me souviens plus de rien, je me réveille le matin. Le matin, je me réveille, plus aucune douleur à la nuque. Il faut savoir que je faisais de la flûte indienne. Les flûtes indiennes, c'est des grandes flûtes comme ça, où on joue comme ça, et ça fait très mal à la nuque quand on n'est pas habitué. Donc j'avais cette douleur, en fait. Et le matin, plus aucune douleur. Donc c'est comme s'il m'avait fait un soin, en réalité. Ouais, ouais. Et ce soin avec une énergie de lumière, donc ça on peut le refaire quand on travaille en bioénergie, à l'antenne de l'échelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'antenne de l'échelle, c'est ça. Oui, voilà, montre bien ce que c'est. Voilà, donc c'est une baguette de sourcier avec une réglette graduée, et puis on peut envoyer certaines énergies. Donc on peut relever, quand on est dans un environnement, on va relever l'énergie pour faire, un relevé, par exemple en géobiologie, chercher les cours d'eau souterrains, les failles, les cavités, les réseaux, etc., les entités. Donc, avec cet outil, on peut tout détecter, on peut relever les ondes qui sont dans l'environnement, mais on peut aussi émettre. Et en fait, on peut travailler les points d'acupuncture en émission, en présence ou à distance. Et en fait, il y a une fréquence, le 1,1, c'est l'énergie lumière, et des fois on l'envoie, mais c'était la même chose. En fait, c'est-à-dire que cette entité, elle avait envoyé une énergie lumière pour débloquer un point qui m'avait libéré le blocage de la nuque. Donc, ça, des expériences comme ça, j'en ai fait tous les jours pendant 3 ans. Ah, quand même. Et voilà, comment ouais, je dis quand même. Chez moi, dans mon petit studio d'étudiant rue Kléber à Bordeaux. Et donc ça a été mon initiation chamanique, c'est-à-dire que je suis pas allé au Brésil prendre des drogues, des machins, des champignons. Je suis resté bien sagement dans mon appartement et c'est l'invisible en fait qui est venu à moi. Et je pense que le chamanisme, alors moi je me prétends pas chaman, mais je pense que ouais le chamanisme. Le chamanisme, ça vient à toi, c'est pas toi qui vas chercher le chamanisme. En tout cas, c'est mon cas. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Oui, moi aussi. De façon différente, mais pareil.
voilà, j'ai pas le tambour, j'en ai eu un, mais pas avant 12 ans plus tard ou 15 ans plus tard, parce que pour animer les ateliers, tout ça, je trouvais ça bien. Mais réellement, j'ai jamais eu besoin de tambour, j'ai jamais eu besoin de plantes. Moi, j'avais juste mes cailloux en fait. Et Hum, c'est par les cailloux et cette connexion, les cailloux qui chez moi ont ouvert des perceptions qui font que l'invisible est venu à moi et a hum. commencé à me travailler, si je puis dire. Alors, c'était pas facile, hein, parce que en fonction des pierres que je prenais, bah, c'était la surprise. Je savais jamais ce que j'allais trouver derrière. Hein. Autant j'ai pu avoir des visions de Jésus, de Marie, autant j'ai vu le diable et des trucs qui sont même pas d'ici, des trucs extraterrestres qui arrivent comme ça juste Ça devant nous. c'était juste quand tu prenais les pierres ou c'était quand tu demandais, quand tu prenais la pierre et que tu essaies de te connecter à la pierre ou dans un autre contexte? Je Non, pose c'était ces juste, questions. je prenais, j'avais, à l'époque, j'avais une vie un peu difficile, et donc les pierres, c'était un peu mon antidépression, quoi, tu vois. Quand j'étais un peu pas bien, je me disais, tiens, allez, c'est bon, je vais me faire un petit cadeau, je vais m'offrir une pierre, et puis j'allais dans les boutiques de Bordeaux, donc à l'époque, il y avait Stratagème, je sais pas si ça existe encore, il y avait Pégase, c'était les deux principales boutiques, après, il y en a eu d'autres, mais j'allais surtout chez ces deux-là. Et puis, ils avaient des belles pierres et ça me plaisait, en fait. Et donc, quand j'avais une pierre, bah, je lisais ce que disait Judy Hall sur cette pierre. Et puis après, tout simplement, je prenais, je faisais mon expérience. Donc, des fois, ça recoupait ce qu'elle disait. Des fois, c'était l'inverse de ce qu'elle disait, mais c'était quand même dans le thème. Et puis, des fois, il se passait rien, ou alors c'était complètement à côté, autre chose. Parce que ce qu'elle a vécu, elle, c'est son expérience, c'est pas la vérité, comment dire, totale, quoi. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Donc voilà. Et donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert les pierres en fait. Mais à l'époque, je faisais de la musique. Je m'intéressais à l'astrologie, je m'intéressais pas aux pierres. J'avais pas de perspective d'avenir dans les pierres. J'étais encore dans, je vais faire de la photo, je vais faire de la musique, je vais essayer en tout cas. Et j'étais absolument pas dans l'énergétique, dans le mot thérapeute. Je regardais ça d'un air, mais c'est quoi un thérapeute? Enfin, j'étais vraiment pas du tout là-dedans, quoi. Ça s'est fait petit à petit à travers les stages, les rencontres, sur un long, long chemin en fait. Et puis donc, au fur et à mesure que j'utilisais ces pierres, c'est bien, j'avais plein de visions, je voyais plein de trucs, je faisais des stages, mais dans ma vie, je n'avançais pas en fait, je stagnais. J'avais pas avancé d'un centimètre en 3 ans, malgré toutes ces visions. Et un jour, et je commençais à avoir des douleurs au côté droit, euh, et, euh, et les médecins, ils ne savaient pas me dire ce que j'avais. Enfin, ça ne, comment dire, il n'y avait aucune réponse médicale en fait par rapport à mes problèmes. Ils ne trouvaient rien, c'était dans ma tête, etc. C'était psychosomatique. Bon, bah, je veux bien, je fais quoi, monsieur le docteur? Et là, bah, derrière, il me donnait des pilules qui me faisaient de la baffe. Bah, il ne se passait rien de bien en fait. Et un jour, donc, dans un livre, justement, dans un livre, j'avais vu un livre de Marc Auquel, il parlait de l'antenne de l'Échelle, j'avais cette curiosité. Et un jour, il y a un monsieur, Alain Deluzan, qui faisait une conférence sur Bordeaux, et qui présentait son livre. Donc, je suis allé voir la conférence. Et donc, avec l'antenne de l'Échelle, il parlait de la géobiologie, donc l'énergie de la Terre. Et je me suis dit, mais oui, c'est évident, en fait. Si un petit caillou comme ça peut avoir un tel effet sur moi, c'est-à-dire me déclencher des visions, etc., me faire sentir des choses pas possibles, la Terre, qui est un gros caillou, il se C'est passe clair. forcément quelque chose. Donc, pensez simplement à la gravité, quoi. On est attiré, voilà. Et je me suis dit, bah oui, c'est évident. Donc, je me suis formé en géobiologie à l'antenne de l'Échelle et à la géobiologie. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en énergétique grâce à cet outil. Ça m'a permis d'avoir une compréhension de l'invisible, en fait, et d'avoir un outil pour détecter les Un choses, peu tester, mesuré. comprendre. Voilà. Tout Hum. d'un coup, j'étais pas tout seul face à mes visions, j'avais un moyen, euh, pas pour me défendre, j'irai pas dire jusque là, Non, mais un pour outil. voilà, un outil pour interagir et comprendre. Et ça, c'était important quand même. Et parce que c'est pas dans les livres que j'aurais pu trouver mes réponses à cette époque-là. D'ailleurs, les livres, ils disent pas grand-chose sur le sujet. Non. Et enfin, par rapport à ce que moi je rencontrais à l'époque. Et Euh, et donc, ben, j'ai fait de la géobiologie, je me suis formé, tout ça, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, d'abord la géobiologie de l'habitat, bien sûr, on a vu les lieux sacrés, les églises, etc. Donc, encore des connexions avec l'invisible, avec la spiritualité, parce que dans les églises, il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre, hein, faut pas croire. Les Hum. deux se côtoient, ils travaillent ensemble, même, j'ai envie de dire. Et,
Et donc, la géobiologie m'a permis de comprendre mon environnement, en fait. Et en plus de trouver des solutions pour être mieux au niveau de la santé. Donc ça, c'est important quand même. Surtout quand on travaille dans ce domaine, il faut être bien quand même. Coucou Marie, coucou les amis, je vois des élèves de l'école de la Pierre qui se connectent. Je parle, donc je peux pas vous faire la bise. Mais T'inquiète, je te dirai s'il y a une question. et donc, en fait, voilà, c'était tout un. Pour l'instant, pendant des années, en fait, voilà, moi j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était tout ça, en fait, parce que je débarquais là-dedans sans tuteur, sans connaissance, en fait. J'étais un peu lâché tout seul à moi-même, à essayer de comprendre les choses. Donc j'ai fait d'abord la géobiologie, puis après j'ai fait la formation en bioénergie à Paris, à ACMO. C'était très intéressant parce que du coup on s'est intéressé au corps humain. Et là c'est encore, on comprend l'environnement, mais il faut aussi comprendre la personne d'un point de vue énergétique. Et là aussi la bioénergie m'a permis de comprendre des règles de base en énergétique avec les polarités, les chakras, l'énergie, les méridiens, etc. Et tout ça, ça a permis de construire au niveau énergétique, d'avoir une compréhension des énergies, d'être structuré et solide face à l'invisible, en fait. Et pas simplement à deviner, à essayer d'interpréter tout le temps et dans le flou complètement perdu. Tout d'un coup, je commençais à avoir des outils pour me déplacer dans cet espace invisible qui est partout présent autour de nous en permanence. On vit avec l'invisible, on vit avec les morts et avec l'invisible en H24 en réalité, d'accord. Les gens qui ne croient pas aux choses de l'au-delà, ben, je suis désolé de vous dire, vous êtes handicapés en fait. Vous êtes handicapés des sens parce que vos trois premiers chakras, racines, sacré et mental, le plexus solaire sont hyper développés de par l'éducation qu'on reçoit à l'école, mais le cœur est au-delà. Il y a plus personne, il n'y a plus rien. Et en fait, les gens qui ne croient pas à ces choses-là, ils ont des vraies lacunes. Je pense, pour moi, c'est de l'ordre de l'handicap à un certain niveau, quoi. Mais bon, après, voilà, chacun fait son chemin. Je suis pas là, je critique pas en disant ça. Moi, avant, je n'avais pas de perception, hein, d'accord. Oui. Et puis, je suis persuadée que tu as fini, enfin, qu'au cours de ton travail, il y a des sceptiques qui ont douté de toi et que du coup, avec les pierres, tu leur as peut-être trouvé des solutions et ils s'en sont parvenus. Enfin, est-ce que tu as eu un exemple? Oui, alors ça arrive. Après, moi, je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Hein. Non, mais je te pose la question. Ouais, il y a des gens, en fait, oui, alors, encore une fois, je ne cherche pas à convaincre. Celui qui est convaincu que ça ne marche pas, il se programme pour que ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne risque pas de fonctionner. Déjà, à partir de là où je dis, je n'y crois pas, ça ne marche pas, tu te verrouilles toi-même. Donc, mon gars, ça ne risque pas de marcher parce que tu t'es programmé pour que ça ne fonctionne pas. Fin de l'histoire. Déjà, voilà, c'est plié, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Sauf un choc important ou une situation, voilà. Et là, en général, il faut que ça aille taper dur pour que la personne elle ait un retournement de situation. Mais voilà, c'est la méthode dure, quoi, pour apprendre. On n'est pas obligé d'aller si loin. Et je comprends que les gens ne croient pas, ne croient pas ce qu'ils ne voient pas. Et c'est OK avec moi. Encore une fois, je n'ai pas de souci avec ça. Moi, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je partage mon histoire. Ça parle pas. C'est pas mon affaire, en fait. Moi, je sais où j'en suis, je sais qui je suis, je sais où je vais, il n'y a pas de souci. Et donc, par contre, je vais un peu dans tous les sens. Donc, il faut que je donc, tu parlais de la géobiologie et tu avais fait de l'invisible et après la géobiologie. Comment les pierres, de par en effet ce qu'elles émettent, chaque pierre est une clé qui permet d'accéder à un champ de conscience. Je vais l'exprimer autrement. Quand je commençais à percevoir des entités autour de moi. Pendant un moment donné, j'étais sur un lieu perturbé, donc dès que je fermais les yeux, je voyais des morts partout. Des cadavres, des squelettes. Surtout en Vendée. Non, j'étais à Bordeaux. En fait. Ah J'étais à Bordeaux, dans un appartement qui était très, très perturbé. Et je pense qu'aujourd'hui, on dirait que c'était un portail énergétique, un truc comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'était simplement un lieu très perturbé où il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Et puis, moi, de par le fait que je sois Scorpion, le Soleil en Scorpion, maison 8, avec des planètes de Vénus, Jupiter, qui sont mes planètes de réalisation personnelle, je ne pouvais pas me réaliser
en ne passant pas par l'invisible en réalité. Ouais, parce que la maison 8, c'est quand même quelque chose de costaud. C'est l'ésotérisme, c'est la mort, c'est l'invisible, Ouais. c'est l'au-delà, c'est en Scorpion, et mes planètes de réalisation personnelle sont dans ce signe. Ça veut Ouais. dire que tout ce que je faisais autour, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Parce que si j'étais pas dans l'ésotérique, l'invisible, Ça pouvait pas marcher. fonctionner. Ça pouvait pas marcher. J'aurais pu être croque-mort, prostituée ou être dans l'invisible. Voilà, j'ai choisi. Non, mais c'est vrai, quand tu mets les métiers en lien avec la maison 8. La maison 8, ouais. C'est la mort, donc ça va être. Voilà. Et c'est le sexe, la mort et l'invisible, en gros. Quoi. Et, ou alors les finances. Bon, mais c'est pas Ouais. et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc, oui, en fonction des pierres que j'utilisais, par exemple, certaines pierres me connectaient au système osseux. Une fois, je vois un grand truc, plein de fils rouges, qui est 3 mètres de haut, plein de fils qui se déplacent. Je vois bien que c'était humain, mais c'était comme en fait, c'était le système veineux. C'est le système veineux, ouais, c'est ça, c'était que j'étais en train de penser à ça. Une fois, j'étais avec d'autres personnes dans une salle et je vois passer le cerveau, les yeux et la moelle épinière qui flotte derrière. Je vois le passer comme ça en double vision, d'accord? Et puis, ça traverse une porte et derrière, il y avait le bébé d'un couple d'amis qui se met à pleurer. Et j'ai l'impression, quand je l'ai vu, j'ai l'impression qu'ils l'ont vu aussi, parce que à un moment donné, quand on voit beaucoup, les gens autour de nous commencent aussi à avoir des choses. C'est-à-dire que notre magie, elle devient contagieuse un petit peu, tu vois. Et donc là, je sais, ils n'ont rien dit, mais je sais qu'ils l'ont vu, parce que voilà, je savais intimement qu'ils l'ont vu. Ils ont compris, ça leur a fait un peu peur. Et c'était le système nerveux, en fait, que je venais de voir passer. Donc, en fait, chaque pierre va connecter à un organe, une glande ou un système. Donc, quand on veut faire des soins avec les pierres, on ne va pas chercher à traiter une maladie, on va chercher à renforcer un organe ou corriger un organe, une glande ou un système qui va permettre de guérir, entre guillemets, enfin, de soulager la maladie. Alors moi, je dis toujours, je ne m'occupe pas de la maladie. Je ne m'occupe pas de la maladie. Je m'occupe de faire en sorte que la personne, elle est centrée pour aller vers le bien-être. Donc, en fait, je m'occupe du bien-être. Je me focalise sur le bien-être. La maladie, c'est pas mon domaine, c'est le médecin. Je ne focalise pas sur la maladie, je focalise sur le bien-être. Donc déjà, la personne, si elle arrête de penser à son mal-être et qu'elle pense à son bien-être, bah, il y a une porte qui s'ouvre là aussi. Ah ouais. Tu vois? Donc, voilà, en gros. Et donc, les pierres, j'ai commencé, alors moi j'avais fait une formation bioénergie, donc j'avais commencé en tant que géobiologue et bioénergéticien à Bordeaux, et j'avais commencé à réintroduire les pierres dans mes soins en bioénergie que je mettais sur les points d'acupuncture, parce que quand je faisais ça, ça fonctionnait très bien, et les gens, tout d'un coup, waouh, ils sentaient l'énergie de la pierre, ils avaient des fois des visions de lumière ou autre, et c'est-à-dire que la pierre sur les points d'acupuncture venait activer ce qui avait été activé chez moi. Et je me suis dit, mais les pierres quand même, il y a un truc, il faut que j'y retourne. Donc, petit à petit, alors, j'ai jamais arrêté la bioénergie, la géobiologie, mais j'ai commencé à refaire des ateliers de méditation pour aider les gens à découvrir les pierres à Bordeaux. Donc, ça a commencé en 2010 à peu près. C'est-à-dire que ma formation en géobiologie, c'était 2006. Après, j'ai fait la bioénergie. Donc, 2006-2007, j'ai commencé à faire des soins un petit peu après et à faire de la géobiologie. Et je me suis relancé dans les pierres en 2010 à peu près, d'accord? Enfin, je suis revenu vraiment aux pierres que j'avais commencé à découvrir en 2002, pour tout dire. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits ateliers de 2-3 heures où il y avait, on s'asseyait autour d'une roue de médecine faite avec des pierres. Et puis, il y avait des thèmes, et puis l'énergie, elle descendait, je parlais un peu de la pierre, on méditait, puis on avait tous des visions. Puis oui, tous des informations par rapport à cette... D'accord. Et ensuite, coucou Chantal, et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de ces ateliers de 2 heures qui étaient tous les 15 jours, j'ai commencé à faire des cours sur le samedi toute une journée. Alors, ça restait, je partais de rien, il fallait recréer les cours, ils avaient des tableaux qui remplissaient à la main, et il y avait même pas vraiment de contenu. De contenu, ouais.
on recherchait ensemble, mais ils kiffaient dans le sens où ils avaient des visions énergétiquement, c'est fort, c'était très très fort au niveau énergétique, et on était plus dans le sensitif que dans l'apprentissage scolaire en fait. Hein. C'est pas un truc qu'on aurait pu faire, c'est pas la formation que vous allez acheter en ligne là. Qui vaut 600 balles et qu'on vous vend 200 balles parce que c'est Black Friday ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait pas de, on n'est pas là-dedans, d'accord. On n'est pas dans un truc où on va lire un texte, apprendre par cœur, un truc qui a été réchauffé 10 fois et que c'est la personne qui le vend, c'est même pas lui qui l'a écrit, hein, d'accord. Oui, voilà. Je dis ça comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça, mais bon. J'en peux plus quoi. Enfin, oui, mais je sais, ne t'inquiète pas. Donc, je balance, voilà. T'as bien fait. Il y en a qui se reconnaîtront et c'est bien. Parce qu'on fait pas la même chose. Mais bon, voilà. C'est différent. Et donc, j'ai rien contre le travail en ligne, d'accord, mais voilà. Ouais, bon, il y a des choses qu'il faut que ça soit ressenti quand même. Hein. On peut pas, surtout dans l'énergétique quand même. Ouais. Et puis voilà. Ça prend quand même se structurer psychologiquement, émotionnellement par rapport à l'invisible. C'est quand même un chemin. C'est du boulot, ouais. C'est pas un claquement de doigts, tout d'un coup t'es illuminé. Tu vas traverser des galères, tu vas être tout seul et puis il y a des chances que tu en baves un petit peu avant que les choses se calment pour toi, quoi, d'accord. Enfin, je pense. Hein. Comment dire, donc les pierres, c'est un super outil quand c'est bien utilisé. Pendant longtemps, moi, j'ai très mal utilisé les pierres. C'est-à-dire que je prenais un bouquin, je me disais, ça me parle, je vais essayer ça. Ça correspond à ce qu'il y a écrit. Donc, je prenais la pierre. C'est comme ça que je voyais des morts partout, en fait. Parce que quand on voit des morts, c'est souvent que notre taux vibratoire, il baisse et qu'on est dans le bas astral. Tu vois? Parce que tout d'un coup, tu es dans des fréquences qui tirent vers le bas. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, et là, je m'adresse aux médiums, aux guérisseurs, j'espère que je ne vais pas me prendre une charge, mais il y a beaucoup de médiums qui conseillent des pierres de protection. Alors, je vais les dire, hein, tourmaline noire, obsidienne céleste, la sunite, enfin, toutes les pierres noires, en gros, quoi. Protège-toi, protège-toi, protège-toi. Mais ces pierres-là, les pierres noires, elles absorbent l'énergie, donc la personne, son taux vibratoire, il baisse, et souvent, son aura, elle est décalée, donc son bouclier naturel, comme il est de travers, mais la personne, elle est protégée de rien du tout, en fait. Donc ça, pour moi... Ouais, donc moi aussi, je trouvais... Alors, c'était marrant, parce que j'avais pas... Alors, moi, je suis plus aussi au ressenti, et j'ai toujours... j'avais des pierres noires avec moi, mais j'ai jamais trouvé que ça me protégeait plus que ça. Je me suis dit, j'ai pas l'impression... Enfin, moi, en tout cas, quand on me disait, oui, il y a que ça qui va te protéger... alors déjà, protéger de quoi, déjà? Parce que déjà quand t'as peur, tu te protèges, mais quand t'as pas peur, tu te protèges pas. Enfin, entre guillemets. Déjà, quand on te met la peur en toi, c'est ça. On te met en état de faiblesse. Voilà. Tu vois, protège-toi, il y a de la magie noire sur toi, protège-toi. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Ça y est, t'es foutu, quoi. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est de la manipulation, déjà, la plupart du temps. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, encore une fois, attention. Mais souvent, voilà, c'est un peu abusé. Moi, je suis plus dans l'harmonisation. Il faut s'harmoniser. S'il y a quelqu'un qui est en conflit avec moi, quelle est ma part? Quelle est ma part de responsabilité pour que quelqu'un m'en veuille? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne m'en veuille? Donc déjà, je vais réfléchir, je vais me poser les questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tout ça. Et je vais essayer de m'harmoniser et essayer de corriger, de retrouver la paix, de trouver l'harmonie, de concilier, en fait. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Se protéger, c'est repousser le problème, c'est créer un mur, c'est renforcer. Mais sans jamais se remettre en question. Ouais, c'est clair. Voilà, mais le problème n'est pas résolu, au contraire. Il est accentué, d'accord? Et bon, c'est jamais très bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que les gens, on leur conseille souvent de se protéger alors qu'il ferait mieux de s'harmoniser, c'est-à-dire de retrouver leur équilibre. Et s'ils sont harmonisés, ils sont protégés parce que leur aura, elle est centrée. Mais le fameux bracelet. Bracelet qui protège l'œil obsidienne et hématite, ouais. Alors ça, c'est le combo, c'est le tiercé gagnant dans le sens, tu veux être décalé, tu veux être fracassé, tu mets ça et ta vie, ça va être de la merde. Déjà, l'obsidienne... Je teste en boutique, là, j'ai une boutique derrière, donc je parle, je suis sur le terrain, d'accord? Je suis pas derrière mon écran toute la journée. Je reçois des gens en boutique toute la journée, enfin, quand ils viennent, et je suis dans un petit village. Donc, si j'ai pas un certain résultat,
les gens du village, je vais Ça le se dit savoir. vite. Ouais, Ça se c'est dit ça. vite. On ne tient pas une boutique dans un village longtemps si c'est pas juste. D'accord? Mm. Je pense pas. Là, ça fait 4 ans, j'ai des bons retours, j'ai des gens qui se sont envoyés. Je dis pas que j'ai résultat 100% tout le temps, c'est pas possible. Mais je sais que quand je teste les gens, chaque pierre qui est vendue, la personne elle est testée. Donc à chaque pierre vendue, il y a un acte thérapeutique, d'accord? Avec un test en bioénergie qui fait que la personne, elle repart, elle est centrée. Je lui explique à quoi sert la pierre, quand l'utiliser, si c'est le matin, l'après-midi, le soir, parce que c'est pas pareil. Une pierre le matin, le midi, le soir. Bah, imaginez, vous buvez le matin du vin rouge au petit déjeuner, c'est pas pareil que le midi ou le soir. Vous voyez déjà. Non, c'est sûr. Mm. Les pierres, si vous prenez la pierre qui vous convient pas, imaginez, il pleut, il neige dehors, et on vous dit tiens prenez ça, c'est un maillot de bain, vous serez bien. Ben, si vous allez en maillot de bain alors qu'il fait -10 dehors, ça va. Sauf si vous êtes breton et que vous aimez ça, mais bon. Vous habitez en Jura ou à la montagne. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut pour chaque personne, il y a un besoin. Alors là, je parle des pierres, ça peut être une huile essentielle, ça peut être n'importe quoi. Il faut que l'information corresponde aux besoins de la personne pour qu'elle soit niée. Quand la pierre ou l'information minérale ou l'information tout court, même un médicament en fait, correspond aux besoins de la personne, elle est recentrée, les énergies circulent et la personne, elle rayonne. Donc si elle rayonne, elle est déjà protégée en fait, parce que C'est ça. vibratoirement, elle va s'élever, donc déjà Elle vit plus haut. Voilà. elle vit plus haut, elle va être moins impactée par les choses vont être plus fluides, elle va attirer des gens positifs, donc elle va attirer l'abondance. C'est tout un enchaînement de choses en fait. Alors que quand on porte des pierres qui ne conviennent pas, on se met de travers, on se crée des situations indésirables. On va porter, il y a des gens, ils portent des pierres pendant 1 an ou 2 ans, des pierres qui ne leur conviennent pas, et leur vie, c'est l'enfer en fait. D'accord? C'est ça. Pareil, les bracelets où il y a plein de pierres différentes sur elles, les bracelets 7 chakras avec cette couleur, mais enlevez ça, quoi. On n'affiche pas les 7 chakras en même temps avec des pierres, la plupart du temps, qui ne vous correspondent pas. Arrêtez le massacre, ça sert à rien, vous faites du mal, en fait. Et vous faites du mal aux gens autour de vous, parce que si vous n'êtes pas bien, les gens autour de vous, ils ne sont pas bien non plus. Donc, portez une pierre, 2 pierres, mais à condition qu'elles soient bien en harmonie l'une avec l'autre. C'est comme la musique. Si j'appuie sur les 7 notes du clavier en même temps, les 7 notes blanches, ça va frotter dans les oreilles, ça va dissonner les ondes, ça va être comme ça. Alors que si je plaque un accord majeur ou un accord mineur, ben, il y a une harmonie qui va se faire. Et là, mon corps, il va respirer, en fait. Donc, tout est question d'harmonie. Et les pierres, en fonction de comment on les utilise, ben, c'est retrouver l'équilibre, c'est trouver l'harmonie en soi pour être en harmonie à l'extérieur de ça. Et c'est comme ça que moi, je vais fonctionner. D'accord. Donc en fait, quand il y a quelqu'un qui vient te voir avec souvent une pathologie, enfin entre guillemets, admettons un manque de sommeil, ça serait une pathologie, hein, j'ai un. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas travailler. Déjà, bon, il y a le lieu, hein, c'est intéressant en géobiologie, on est d'accord? Alors, déjà, en effet, ouais, déjà, quand je sens que la personne, elle est vraiment pas bien, que c'est le manque de sommeil, que ça dure. Si vraiment j'ai ma petite voix intérieure, je prends l'antenne, je teste je lui dis, imaginez-vous dans votre lit, je teste si elle est centrée, si elle est pas centrée. Si elle est centrée, que le taux vibratoire est bon, je dis bon bah le lit ça va, il n'y a pas de problème, la géobio est bonne. C'est pas, ouais, S'il y a voilà. un décalage et que ça descend, j'irai bon avant de vouloir acheter 50 000 pierres, ben moi je commencerai peut-être par une géobiologie pour mettre votre lit en zone neutre et déjà ça sera mieux. D'accord? Parce que si vous dormez sur une zone perturbée, ben, vos chakras, ils reçoivent des énergies qui sont pas bonnes, donc vous êtes détraqués. Hein, parce que ben, les chakras sont liés aux glandes, et les glandes, ben, c'est lié à l'ensemble du corps. Donc si tout ça c'est déréglé, ça peut pas aller bien au niveau de la tête, du cœur, du mental, etc. D'accord? C'est mécanique, en fait. C'est pas mystérieux, quoi, tout ça. C'est simple. Il n'y a pas à tortiller, c'est pas ésotérique, c'est pas de la magie, c'est 1 + 1 = 2, quoi. Enfin, c'est binaire, quoi. D'accord? Et alors oui, il faut juste avoir la technique pour comprendre les choses. Quand on a la technique, tout le monde peut faire, c'est facile. D'accord? Donc pour ça, il y a des formations qui existent. Et pour les pierres, c'est ça en fait. S'il a une pathologie, tu le testes à l'antenne de Letcher, tu fais comment? Quand il y a une pathologie, je dis d'abord, je ne suis pas docteur. Oui, ça, d'accord. Je m'en doute. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est voilà,
j'ai un ensemble ici de 43 pierres. Je vais scanner à l'antenne la pierre qui vous convient le mieux pour un besoin global, c'est-à-dire la pierre qui va vous recentrer. Et si vous êtes recentré, ça devrait soulager la pathologie, puisqu'il y a moins de déséquilibre énergétique. Donc, je vais d'abord tester pour un besoin global. Ce qui fait qu'au lieu de prendre 10 pierres, la personne elle va repartir avec une pierre. Parce que s'il y a trop de pierres, elle va se perdre, elle va pas savoir quoi faire, ça va être pire en fait. D'accord? Donc, il vaut mieux avoir une pierre qui va être utilisée au bon moment de la journée pendant 3-4 jours par semaine, pendant 3-4 mois, que plein de pierres dans tous les sens qui vont foutre. La personne, elle va être perdue. D'accord? Donc, déjà, c'est de trouver une pierre qui ressente la personne pour que ses énergies circulent, qu'elle rayonne, c'est-à-dire qu'elle retrouve son pouvoir personnel pour guérir. En fait, il ne s'agit pas de guérir une pathologie, il s'agit de donner à la personne le pouvoir. Une meilleure harmonie. Il s'agit de redonner à la personne la possibilité que ses énergies circulent bien pour que son corps, qui est programmé par le principe d'homéostasie de se réparer par lui-même, se répare par lui-même parce qu'il est en harmonie. Voilà, c'est tout. On lève les blocages, on lève tout ce qui pollue pour qu'on trouve cette harmonie et que la personne soit bien. Donc, je ne traite pas la pathologie, je recherche l'équilibre énergétique qui va apporter l'harmonie, quelle que soit la pathologie. La pathologie découle d'un déséquilibre énergétique. Donc, ce n'est pas la pathologie le problème, c'est l'équilibre énergétique qu'il faut restaurer en fait. Et ça, c'est le principe de bioénergie. En bioénergie, on a cœur à recentrer la personne pour lui permettre de guérir, c'est-à-dire de rétablir le principe d'homéostasie. Nos cellules sont faites depuis la naissance pour fonctionner, pour être en bonne santé. Simplement, la vie fait qu'on se crée plein de décalages, plein de blocages et on est en vrac. Tu me suis? Ça va? Je t'entends plus. Je t'entends plus, Séverine. Je ne sais pas si toi tu m'entends. Ok. Bon, je continue de parler alors tant que tu. Je vais faire les questions et les réponses, t'inquiète. Ben, avec plaisir, Muriel. Donc, moi, les pierres, en fait, pour moi, c'est simplement des systèmes d'harmonisation. L'information minérale, je vais l'utiliser comme une information qui va aider la personne à se recentrer pour être mieux. Donc, si la personne a une pathologie, je vais d'abord tester pour un besoin global. Ensuite, la pierre qui va sortir, je vais lui dire, ben voilà, la pierre, elle fait ci, elle fait ça. Est-ce que ça vous parle? Et en général, la personne qui rentre dans la boutique, des fois, elle me dit même pas ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle dit, elle rentre, elle regarde partout, on lui a conseillé de venir. Elle dit, oui, je viens chercher une pierre, mais je sais pas trop quoi, je sais pas ce que je dois prendre. Je dis, ben, écoutez, si vous voulez, je vous teste, on va voir ce qui sort. Je vous teste pour un besoin global, comme ça, une pierre va permettre de résoudre plusieurs problèmes d'un coup. Et je teste, je scanne. Alors, je sais pas si on va voir, mais j'ai un comptoir là derrière avec toutes mes pierres. Et je vais scanner je vais scanner les pierres à l'antenne. Et puis, quand l'antenne va plonger, ça va me dire, ben voilà, la personne, elle a besoin de cette pierre. Donc, je vérifie, je mets la pierre dans une main, je regarde si ça la recentre ou si ça la décale. Si ça la recentre, je sais que c'est la bonne pierre. Donc, je vais lui dire à quoi sert la pierre. Ensuite, je vais tester, je vais demander si on est sur le psy, le relationnel, l'émotionnel, le mental, l'énergétique, etc. pour être plus précis dans mon diagnostic, on va dire. Et je vais parler de la pierre, en fait, tout simplement. Et la personne, en général, elle se reconnaît. Limite, elle pense que je fais de la voyance, alors que je fais absolument pas de la voyance. Je parle de la pierre, je me connecte pas à la personne. Il n'y a pas de pouvoir psychique où je vois sa vie, ses machins. Non, je parle de la pierre. Je parle de la pierre que moi, j'ai étudiée pendant des années avec des recherches que j'ai fait. Et que je ne suis pas allé voir dans les livres ce qu'elle dit la pierre. Je m'en fous, en fait, de ce qu'ils disent la pierre. Parce qu'ils se sont tous copiés les uns les autres. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, moi, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur 43 pierres, j'ai écrit 1000 pages. J'ai cherché. J'ai créé donc des supports de cours. Il y a des cours sur 2 ans à raison de 1 week-end par mois où les gens ils vont voir 2 pierres le week-end. Donc une première pierre, on va lire, on va parler de la pierre de manière générale. Qu'est-ce qu'elle fait sur les différents plans? Donc moi je vais identifier 10 plans. Donc le plan céleste, c'est les transits planétaires, le plan karmique,
le plan spirituel, psychique, social, relationnel, émotionnel, mental, énergétique, physique, et je prends aussi la géologie, donc le plan terrestre. Et donc, l'idée, c'est de déterminer quelle pierre correspond à la personne et sur quel plan ça travaille, pour savoir de quoi on parle, en fait, d'accord ? Et en boutique, les gens, très rapidement, je vais pouvoir leur dire, cette pierre fait ci, fait ça. Et les gens disent, oui, oui, c'est ça, alors qu'ils m'ont rien dit. Mais ça les résume. Donc, et je ne parle pas forcément de pathologie, je ne parle pas de médical, je parle de vie au quotidien, on est plus sur l'émotionnel, le mental, etc. D'accord ? Et après, s'ils ont un problème, je dis, bon, quel est votre problème ? Et donc là, s'ils ont un problème de santé X ou Y, je vais faire le test, parce que je suis quand même bioénergéticien, donc je peux recevoir des gens pour des problèmes de santé, c'est mon travail aussi, d'accord ? Mais ça, je ne le fais pas directement. Par contre, je vais vérifier si leur problème, si la pierre que j'ai sélectionnée va ressortir dans le problème ou s'ils ont besoin d'une autre pierre pour ce problème. Et c'est comme ça que je vais fonctionner. Mais en général, une pierre, déjà, si elle est bien choisie, elle permet de régler pas mal de problèmes. Il ne s'agit pas de guérison absolue, il s'agit de soulager un petit peu et redonner la capacité à la personne de s'en sortir. C'est surtout ça qu'on vise. Ça va ? Tu m'entends ? Je t'entends toujours pas. Hein. Donc, je vais continuer pour ceux qui sont encore présents. Je ne sais pas s'il y a du monde. Donc, voilà, ma façon de travailler, c'est ça, en fait. C'est identifier la pierre qui vous correspond et vous dire si vous en avez besoin, à quel moment de la journée, pendant combien de temps. Et aussi, quand vous portez des pierres, je vais vite me rendre compte si vous avez des pierres sur vous, si elles sont bonnes ou pas bonnes pour vous, parce que si elles sont bonnes, il n'y a pas de problème. Si elles sont pas bonnes, elles vous décalent. Et ça, on le voit très rapidement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Dans l'habitat, est-ce que j'inclus les pierres ? Alors, les grandes pierres, on peut harmoniser une maison par la pierre. Donc, soit en extérieur, s'il y a une pierre dans le jardin, il suffit de placer la pierre au bon endroit pour faire un effet menhir et harmoniser le lieu par une pierre à l'extérieur. Donc, on va prendre une pierre en granit ou ce qu'on trouve dans le jardin. On peut prendre aussi des pierres, on peut mettre des pierres dans la maison pour harmoniser le lieu. Mais tout d'un coup, dans une expertise géobiologique, c'est un surcoût. Et les gens, en ce moment, il y en a beaucoup déjà se payer une expertise reportée sur plan à 400 balles. Ils ont du mal. Donc, s'il faut racheter en plus une pierre qui vaut 2, 3 ou 400 euros en plus, des fois, c'est un peu difficile. On peut très bien harmoniser les maisons sans les pierres. Là aussi, il y a une grosse erreur. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a un monsieur très connu en lithothérapie qui vend des pierres de la tourmaline noire. Il dit de mettre 4 tourmalines noires à chaque coin de la maison. Mais c'est n'importe quoi, en fait, d'accord ? Ça, c'est contraire à la géobiologie, c'est-à-dire que ça protège rien du tout. Les entités, si elles veulent passer, elles passent. Et quand vous prenez la tourmaline noire, vous ouvrez des portes pour qu'elles viennent. Donc, c'est ridicule, en fait, d'accord ? La sungite, elle n'empêche pas les ondes de traverser les murs. J'ai des murs, là, ils font 60 cm d'épaisseur. C'est pas un petit bout de charbon qui va empêcher les ondes de passer. Et si ce bout de charbon, il vous convient pas, en plus, quand vous le portez sur vous, il va vous décaler. Donc là encore, attention à toutes ces histoires de pierres de protection. Pour moi, souvent, c'est simplement du business. C'est simplement des gens qui jouent avec les peurs pour manipuler. Alors, les organites, c'est pas mon truc parce que je vois des pierres qui sont enfermées dans une colle, dans l'époxy, je pense, souvent. Alors, je suis pas un spécialiste de l'organite, je vais peut-être dire des bêtises. Personnellement, c'est pas mon truc. Je préfère une vraie pierre. Mais bon, voilà, si les gens ils aiment les organites, c'est leur droit. Mais moi, je vais pas utiliser ça. Je préfère les pierres tout simplement, quoi. La pierre, elle s'est formée sur des millions d'années. C'est la nature qui l'a formée, pour ne pas dire Dieu. C'est un outil qui est parfait, en fait. Il y a pas à y toucher. Sur la programmation, on pourrait me parler de la programmation des pierres. Je programme pas les pierres. La pierre est un programme. De par son mode de formation, sa structure, sa composition, sa couleur, la pierre est un programme, il n'y a rien à programmer. On peut avoir une intention par rapport à une pierre, mais si vous avez une intention et qu'elle ne correspond pas à la pierre, votre intention, à un moment donné, elle va servir à rien. C'est la pierre qui va agir sur vous, et si c'est pas la bonne pierre, elle va agir négativement, donc attention à ça. De la même façon que mettre les pierres à la lune, oui, si vous voulez recharger les pierres avec un astre mort,
pourquoi pas. Mais la Lune, tester le taux vibratoire de la Lune, en pleine Lune, on est à 6 minutes et bovis, et en nouvelle Lune, on est à 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie, en fait. Donc, je ne vois pas ce qu'on recharge. Je vais répondre à ta question, Christophe, je termine. Simplement, les gens en boutique, ils viennent souvent me voir et ils disent « Oui, comment je recharge ma pierre ?» Les pierres ne sont pas des piles. Voyez les pierres comme des clés. Une clé qui vient lever un blocage chez vous qui fait que si vous avez la bonne clé ou la bonne pierre, vous êtes recentré. Si vous êtes recentré, vous allez rayonner. Donc c'est vous qui allez recharger la pierre. Parce que la pierre vous correspond et que vous rayonnez, c'est vous qui allez la recharger, la dynamiser. Donc cette histoire de la pleine lune, de recharger les pierres, pour moi, c'est un faux problème. D'accord ? C'est un faux problème, c'est de la connerie en fait. On enfume les gens avec recharger les pierres, les purifier. Alors il faut les nettoyer de temps en temps, d'accord. Ça peut arriver qu'elles soient chargées, ça oui, parce qu'on libère des charges. Mais si vous utilisez les bonnes pierres au bon moment, vous allez être aligné, vous allez rayonner, et donc vous allez naturellement les recharger, il n'y a pas besoin de les recharger. Les pierres qui sortent le plus souvent en ce moment, alors on est dans une phase de transition planétaire avec Pluton qui rentre en Verseau, Neptune qui va passer en Bélier et Uranus qui vient de rentrer dans le Gémeaux. Donc oui, moi je suppose qu'il y a des changements qui vont se faire dans le choix des pierres qui vont être utiles. Il y a en 2020, le Kambamba sortait beaucoup. Le Kambamba, c'est tout ce qui était respiratoire, c'est tout ce qui est créer du lien social, c'est tout ce qui est aller dans la forêt pour respirer, et on a eu le Covid. Donc ouais, le jaspe de Kambamba, c'était la pierre idéale pendant cette période. Elle sortait énormément et c'était pas pour rien. Et ça, c'est quand on a eu le Covid et qu'on a été enfermés chez nous, interdit de sortie, interdit de respirer avec les masques, etc. Le Kambamba nous disait non, il faut faire tout le contraire de ce qu'on nous dit en fait. Je t'entends toujours pas, Séverine. Je continue. Tu me dis si je dois arrêter. Hein. Je peux parler toute la nuit. Hein. Donc, Christophe, pour répondre à ta question, les pierres en ce moment, la manganocalcite, elle sort toujours beaucoup. On est sur les manques affectifs, l'amour filial, donc très important. Elle sort beaucoup avec le bois silicifié où ça parle de transgénérationnel. Et en ce moment, l'amazonite pour tout ce qui est toujours l'harmonie, les relations harmonieuses, la paix. Hein, on a des conflits dans le monde. Donc, s'il y a des conflits dans le monde, c'est que intérieurement il y a aussi beaucoup de conflits. Donc, retrouver la paix plutôt que de se protéger, faire la paix intérieure et faire la paix extérieure. Donc, l'amazonite, c'est bien. Ça, c'est des pierres qui sortent beaucoup, notamment pour les thérapeutes. Hein. L'amazonite sera beaucoup plus intéressante que la labradorite. Ça, je pourrais l'expliquer, je pourrais en parler, mais je ne peux pas vous parler de toutes les pierres, c'est pas l'objectif. Mais il y a beaucoup de croyances sur les pierres que j'ai pu observer qui, pour moi, après 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont erronées. Et il y a des gens qui répètent en se prétendant être des sachants, ils vont répéter ce qu'ils ont lu ou entendu en faisant croire qu'ils connaissent les choses alors que bien souvent, ils sont malheureusement à côté. Et c'est comme ça qu'on crée des croyances et des croyances qui font mal. Et sans parler de tout l'aspect commercial, évidemment. Donc, mon travail, c'est pas de dire les gens, ils ont tort, ils racontent des conneries. C'est pas ça. C'est que je mets à l'épreuve, je teste, je vérifie, j'essaye. Et j'ai des élèves qui constatent avec moi parce que je les forme et ils ont aussi des moyens, eux, pour vérifier que ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je leur demande pas de me croire, je leur demande d'expérimenter et de valider ou d'invalider ce que moi je vais leur transmettre du fruit de mes recherches en fait. Et alors quel conseil je peux donner aux thérapeutes par rapport à la médiumnité? Je vais pas leur donner, je peux pas leur donner de conseils si ce n'est que d'arrêter de conseiller des pierres en litho à tout va, des pierres de protection, parce qu'ils font beaucoup de dégâts quand ils font ça. Et moi, je fais pas de médiumnité, je fais de la litho. Et ce serait bien que les médiums fassent de la médiumité et pas de la litho. Ou alors qu'ils se forment en litho, mais qu'ils arrêtent de bricoler parce que j'en connais certains, pas loin d'ici. Non, ils racontent n'importe quoi. Et
Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à travailler après en supermarché plutôt que de vivre de leur art. Mais bon, ça c'est là aussi à bon entendeur. Et simplement, ouais, les médiums, faites de la médiumité, mais si vous n'avez pas une formation litho, ne faites pas de litho. Je vois des gens, il y a des gens très qualifiés en litho qui vont vous parler, ah, telle pierre, c'est pour tel signe astrologique. Mais là aussi, c'est de la connerie. C'est-à-dire que si on veut harmoniser un thème, on ne va pas nécessairement harmoniser le soleil. On va harmoniser la planète qui est le plus faible dans le thème. D'accord? Parce que c'est elle qui crée un décalage. Donc, quand on dit oui, je suis bélier, il me faut telle pierre ou telle pierre ou telle pierre, c'est des conneries en fait. D'accord? Parce que vous n'êtes pas qu'un soleil en astrologie. Vous êtes un thème astral complexe avec des planètes dominantes et des planètes en état de difficulté en fait. Et ce sont ces planètes, à certains moments donnés, qui ont besoin d'être harmonisées. Mais il n'y a pas que le thème astral qu'il faut harmoniser. Donc, le thème astral, c'est une partie de nous-mêmes. Mais la géobiologie peut être tout aussi impactante qu'un transit planétaire, ou le social, ou l'émotionnel, etc. Donc, ça dépend, en fait. Donc, voilà, pour les médiums, ben, faites de la médiumité, et puis sinon, formez-vous sur les pierres, j'ai envie de dire. Mais formez-vous bien. S'il y a d'autres questions. Qu'est-ce que je pense de la fameuse découverte de la cathédrale de quartz au Mexique? Ben, oui, c'est impressionnant. C'est un site minéralogique. J'espère qu'ils vont réussir à le préserver, tout simplement. J'en pense que c'est grandiose. Voilà, c'est tout. Ça doit être incroyable d'être là-dedans, mais ça doit être un peu fort quand même. Après, je ne sais pas ce qu'il dit sur ces lieux, comment ça rayonne en termes de haut lieu, tout ça. Je ne suis pas tellement branché là-dessus, je ne suis pas tellement connecté. Le cœur du Uruguay, je suis mitigé. C'est très joli, c'est une très jolie pierre, mais en réalité, je pense qu'il y a une grande présence sur cette pierre, le cœur du Uruguay, qui agit. C'est-à-dire que la présence s'est fixée sur la pierre et elle suit la pierre partout et elle ouvre le cœur. Pour moi, c'est pas la pierre qui ouvre le cœur ou qui travaille sur les gens énergétiquement, c'est la présence qui est sur la pierre. Et cette présence, elle pourrait être sur un bout de bois ou sur un os, comme une relique, ou sur un bout de verre. En réalité, il y a des gens qui vendent les fameux cristaux d'Ananda ou je sais pas quoi, là, les obsidiennes colorées, qui sont très controversées parce que il n'y a pas de mine. Je sais plus comment ça s'appelle ces cristaux. Ananda ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un nom. Bref, c'est des obsidiennes colorées en fait, transparentes, c'est très à la mode. C'est vendu très très cher, mais il n'y a aucune mine de répertorier par rapport à ça. Alors oui, ça rayonne parce qu'on peut informer le verre, tout simplement. On peut informer un support en verre et le faire rayonner très très fort. Et donc là, ben pour moi, alors c'est de l'énergétique, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de manipulation énergétique? Et pour moi, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ben, tu encodes un système, même s'il y a de l'énergie, que c'est de la guérison, si tu le dis pas, ben, c'est une forme de manipulation, c'est une forme de tricherie, quoi. Les pierres, si la pierre, elle est juste pour toi, tu n'as pas à lui envoyer de l'énergie ou à faire quoi que ce soit, elle va te déverrouiller et elle va t'amener là où tu dois aller. Et il n'y a pas de manipulation à faire. La pierre est la clé, en fait. Et si tu as la bonne clé, ça marche. Et tu peux être... j'ai une élève, j'avais une élève, quand elle avait la bonne pierre en face d'elle, mais elle est traversée par la lumière, en fait, quoi, tu vois. Et tout est là. Comment j'associe l'astrologie et la litho? Alors, ben, je suis en train de créer un atelier par rapport à ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc je ne vais pas tout dire. Mais en gros, contrairement à certaines personnes qui veulent harmoniser qui veulent harmoniser le thème. Donc d'abord, il faut faire de l'astrologie. Tu peux pas te dire je vais harmoniser ton thème avec des pierres alors que tu fais pas d'astrologie. C'est comme la numérologie. Ah, ton chemin de vie, c'est ça, donc il faut telle pierre. C'est les fameux les bracelets chemin de vie. Il y a des gens, ils ont fait une formation sur une journée pour calculer le chemin de vie et ils vont te créer un bracelet chemin de vie avec 10 pierres qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les effets, mais c'est ton chemin de vie tout d'un coup. Voilà, c'est n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que d'abord, là aussi, j'ai envie de dire, étudie la numérologie,
fait 1 ou 2 ans de numérologie pour comprendre ce que c'est que la numérologie avec une grille d'inclusion et ensuite étudie les pierres et ensuite associe les deux ensemble. Mais c'est pas des trucs qui se font en 5 minutes, quoi, en fait, d'accord? Et les formations en une journée sur le sujet, je m'excuse, mais vous faites des dégâts, les amis, parce que quand on teste les gens avec vos bracelets chemin de vie de merde, les gens, ils sont complètement décalés, en fait, d'accord? Donc, je m'excuse de dire ça, mais voilà. Donc, ouais, il faut se former, c'est-à-dire que l'astrologie, ça s'apprend pas en 5 minutes, il faut des fois des années pour apprendre l'astrologie. Et la litho, c'est pareil, il faut du temps parce qu'il faut expérimenter, il faut le sentir à l'intérieur, c'est un chemin initiatique, quoi, en fait, d'accord? C'est pas apprendre par cœur, ça n'a pas trop de valeur, surtout quand on voit les cours et les livres qui circulent, c'est quand même un peu juste, hein, généralement. C'est parce que c'est souvent du réchauffé de 1 ou 2 auteurs qui ont écrit, les autres, ils ont recopié, en gros. Donc bon, c'est pas gêne, quoi. Parce que si les 1 ou 2 auteurs, ils ont écrit des conneries, les autres, ils ont répété les conneries. Voilà, sans vérifier. Je m'excuse, mais... Alors, attention, je dis pas qu'il y a que des mauvais auteurs, hein. C'est pas encore une fois ce que je veux dire, mais il y a quand même des trucs qui sont pas géniaux. L'astrologie, c'est aussi de l'intuition, pas que des maths. Bien sûr, mais il y a quand même, il y a un mouvement des planètes, il y a une approche scientifique. Par rapport à la numérologie, qui est très conceptuelle, l'astrologie, tu as quand même la Lune, le Soleil, tu te mets au Soleil, ça chauffe. Tu vois, c'est un fait, quoi, en fait. Dès qu'il y a un nuage devant le Soleil, tu te l'écailles. Que penses-tu des crânes de cristal? C'est du cristal taillé en crâne. Donc, ça va être un support pour canaliser une présence, mais en réalité, le cristal, c'est du cristal. Pour moi, un cristal de roche non taillé, brut, mais c'est un personnage, quoi. C'est une entité, c'est un voyage, c'est une âme. Pourquoi on voudrait absolument tailler les pierres? Alors, je fais du polissage, mais on va polir les roches, parce que la roche, elle est pas très belle, elle est grise. Dès qu'on la polit, elle donne son éclat, sa couleur, ça fait un bijou. Mais les pierres qui sont naturellement cristallisées, s'il vous plaît, laissez-les telles qu'elles sont, ne les travaillez pas, parce que ce sont des caractères. Chaque cristal de roche a sa propre forme, sa propre signature vibratoire. Chaque cristal de roche, c'est un être vivant, j'ai envie de dire. Et voilà, quoi. Donc là aussi, pourquoi programmer quelqu'un qui existe depuis des millions d'années? Vous arrivez sur Terre, vous dire, ouais, moi je sais tout, je vais te dire ce que tu vas faire pour moi. Non, en fait. Commence par écouter ce cristal de roche, écouter ce qu'il a à te dire et voir là où il va t'amener, parce que c'est lui qui va t'apprendre des choses. C'est pas toi qui va lui enseigner la vie, quoi. Et le crâne de cristal, c'est simplement un support pour canaliser des présences plus ou moins lumineuses. Voilà. Donc, avec un peu de chance, elles sont lumineuses et que la personne qui canalise, elle fait bien son boulot et il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça serait bien que les gens qui utilisent les crânes de cristal, c'est-à-dire les crânes minéraux, parce qu'il n'y a pas que le cristal, hein, de roche, il y a le quartz rose, il y a les jaspes. En fait, on a des cristals de roche dans tous les minéraux. Et je pense que là aussi, les gens qui canalisent avec les crânes de cristal, ils devraient apprendre ce que fait chaque minéral, parce qu'ils se rendraient compte qu'on peut pas... Enfin, il y a des fréquences qui émettent, surtout si elles sont amplifiées par une grande présence, elles vont émettre leur programme encore plus fort. Donc, il ne s'agit pas de dire un truc alors que la pierre fait autre chose. Et là aussi, c'est ce qui se passe souvent. Et ça, c'est vrai avec les œufs d'Ionie, par exemple. Il y a des gens qui vendent des œufs d'Ionie, racontent plein de choses sur les œufs d'Ionie. Tout d'un coup, en quelques jours, ils deviennent des spécialistes parce que eux, il leur arrivait une expérience et tout d'un coup, ils savent tout ça, alors qu'en fait, ils vont utiliser des œufs d'Ionie qui sont pas pour les bonnes raisons et pour la bonne personne. Et là aussi, bon, et c'est là où l'effet placebo, il joue, c'est-à-dire que la personne, elle arrive à convaincre, mais c'est à ses limites. Alors, je pense qu'il parle de ceux qui ont semblé-t-il été découverts. Donc, certainement les 13 ou les 7 crânes de cristal. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Moi, je sais que quand j'ai utilisé les cristaux, je voyais des crânes partout. Et pour moi, le cristal de roche ou les cristaux m'ont connecté à la mort et à l'invisible. C'est ça que j'en retiens. C'est pas tellement les crânes de cristal eux-mêmes, c'est cette connexion à la mort et à l'invisible. Pour moi, le symbole de cristal de roche en crâne,
c'est ce lien avec les entités de l'invisible. Le cristal en soi, c'est juste un objet, quoi. Enfin, le crâne, sculpté. Ah, tu fais la litho... Oui, alors moi j'ai créé un thème, j'ai créé un atelier qui s'appelle la lithogénéalogie, donc c'est un terme que j'ai inventé, où je me suis inspiré de certains auteurs en psychogénéalogie, et j'ai repris toute leur terminologie que j'ai associée à des pierres. Donc, par exemple, le bois silicifié, c'est le transgénérationnel, la cornaline, ça va être les loyautés familiales, le camembas, c'est la parentalité, etc., etc. Et chacune de mes pierres, je peux l'associer à des problématiques. Par exemple, la bronzite, ça nous parle de secrets, des secrets de famille. Le lapis, c'est les non-dits, etc., etc. Je ne vais pas tout vous révéler, mais j'ai créé une méthode qui permet de faire un travail sur tout ce qui est le transgénérationnel et la psychogénéalogie à partir des pierres, où en effet, chaque aïeul va être représenté par une énergie minérale, en positif ou en négatif, dont on a hérité, parce que on n'hérite pas la même chose de son frère ou de sa sœur, etc. Et donc, la psychogénéalogie, comment ça fonctionne actuellement, c'est on a un arbre généalogique avec un parent, enfin un père, une mère, des grands-parents, et on a une date de naissance, des fois une date de décès, avec le lieu de naissance, le lieu de décès et l'activité du parent. Mais des fois, on n'a que ça, on n'a pas d'histoire, et c'est pas parce qu'on a le nom et une date de naissance qu'on a forcément hérité de cette personne, parce que notre date de naissance, tout d'un coup, on a le même prénom, une date de naissance qui se ressemble. En fait, on va se rendre compte que on peut hériter de nos aïeux certaines choses, mais que c'est pas indiqué sur le papier à la mairie. Par contre, si on arrive à identifier avec les pierres ce qu'on reçoit de tel aïeux, on sait aussi qu'avec cette pierre, on peut venir corriger cet héritage qui est plus ou moins positif. Et donc, faire un travail de libération à ce niveau-là. Et c'est très puissant et c'est très intéressant. Coucou Lithocaline, donc toi tu as fait le stage, en effet, tu peux témoigner, parce que tu es une des 3-4 personnes qui a fait le stage. Et Christophe, ben, je t'attends en février pour ce super stage. Donc ouais, le stage lithogénéalogie, super, super, super stage, très puissant. Il faut faire le stage d'initiation litho avant, chez moi, c'est un stage de 4 jours, pour ensuite faire les stages perfectionnement. Donc les stages perfectionnement, j'en parle rapidement, il y en a plusieurs. Il y a le lithogénéalogie qui est sur 2 fois 3 jours. Ça brasse parce que vous allez toucher à des choses profondes en vous et à l'extérieur de vous dans l'invisible. Il y a le stage lithostasie, donc là c'est comprendre pas en visio, non, parce que alors je dis pas qu'on pourrait pas le faire. Je faisais des stages en visio quand il y avait le Covid, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Tu vois, d'être tout le temps derrière l'ordinateur, alors que là j'ai une salle. Au-dessus, j'ai une salle, j'ai 80 mètres carrés, j'ai un gîte qui peut accueillir 6 personnes. J'ai pas fait tout ça pour faire de la visio, tu vois. C'est pour qu'on puisse être ensemble, on mange des gâteaux, on se fait des hugs. Alors je rigole, mais enfin, je veux dire, le stage en présentiel, c'est quand même pas pareil que passer son temps derrière un écran, quoi. Moi, je passe beaucoup de temps derrière l'écran parce que ben, j'écris, je fais de la photographie, je prépare mes cours, je prépare le livre, je prépare le jeu de cartes, etc. J'ai passé beaucoup de temps derrière un ordinateur quand je travaillais pour mon père, à faire de la PAO, etc. J'ai pas envie de vivre ma vie devant un écran. Ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être avec des vrais gens et avoir des vraies relations avec des vraies pierres. Alors ça rend service. Le visio, la distance, c'est pratique, mais c'est vrai que si on peut se voir et travailler ensemble, c'est quand même pas pareil. Alors, quels sont les bienfaits de la pierre de jade? Alors, je ne vais pas rentrer, excuse-moi, alors je sais, Irate, je ne sais pas comment on dit ton prénom. Je ne vais pas rentrer dans, comment dire, dans des descriptions des pierres. Surtout que le jade, c'est pas forcément une des 43 pierres que j'enseigne. Mais bon, en général, le jade, il est vert. Donc, les pierres vertes, tout simplement, ça apporte l'équilibre en général, en soi et à l'extérieur de soi. Donc, on peut dire que c'est des pierres équilibrantes. Et donc, l'équilibre, c'est ce qu'on recherche finalement. Donc, en général, avec les pierres vertes, on ne se trompe pas trop, quoi, j'ai envie de dire. Après, tu as des jades, il y en a qui vont dire oui, mais il y a toutes les couleurs de jade, etc. Montre-nous d'ailleurs ton livre et tes cartes. Alors, les cartes, ben,
On est encore à l'état de maquette, donc ça c'est une vieille maquette qui date de 2015. Je suis en train de tout refaire. Donc, dans mon travail, en fait, les gens, ils vont... Il y a différentes façons de travailler. Il y a l'antenne et les élèves, je leur apprends à travailler avec les cartes parce que tout le monde peut tirer une carte. Il n'y a rien de plus facile que de tirer une carte. Et quand on vérifie à l'antenne si le tirage, les pierres recentrent la personne ou pas, avec les cartes, la personne, elle est recentrée. Donc, les cartes, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de tirer une carte. Voilà, par exemple, la personne aurait besoin de rubis. Après, l'idée, c'est de savoir sur quel plan on va travailler. Donc, ça, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Je ne me souviens plus de son prénom, une dame qui a les cheveux roses à Paris. Plan, je ne sais pas si on voit, plan physique. Donc là, ça veut dire que c'est le chakra racine qui va être sollicité, c'est-à-dire que la personne, elle a besoin d'énergie, elle a besoin de combativité, elle a besoin de se muscler, elle a besoin de sortir de l'état de victime, etc. Et dans mon travail, on va, en plus de ça, c'est dire s'il faut faire une combinaison à 1, 2, 3, 4 ou 5 pierres. Et tout mon travail, il est là, c'est que c'est pas simplement une pierre sur un chakra, c'est une combinaison de pierres qui fait que la personne, elle est comme un cadenas à numéros. Et l'idée, ce qu'on veut, c'est trouver la bonne combinaison de numéros pour ouvrir le cadenas pour que l'énergie, elle circule. Mon travail, il est là, en fait. Et ça, c'est 43 pierres, 10 plans, 5 combinaisons. Ça fait plus de 2000 combinaisons à partir de 43 pierres et ça fait 1000 pages d'écriture en A4, sans schéma, sans texte, sans photo, sans blabla sur oh, c'était la reine d'Égypte de je sais pas quoi, alors que personne n'a jamais vérifié ce qui se passait à ce moment-là en Égypte. Tu vois, enfin, il y a pas d'histoire, il y a pas de, c'est vraiment du concret. Et il y a aucune, dans mon travail d'écriture, j'avais une fois écrit 500 pages, j'ai tout enlevé parce que c'était mon expérience. Et donc, si je parle de mon expérience, je projette mon expérience comme une vérité sur les autres. Et c'est pas la vérité. Je peux pas parler des pierres en projetant. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits où les gens, ils projettent leur expérience. Mais leur expérience, ce n'est pas la vérité. C'est simplement leur expérience. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est pas une vérité universelle. Donc, moi, les 500 pages que j'avais écrites, je les ai mis de côté. J'ai tout recommencé mon travail d'écriture à zéro. Ça m'a pris 5 ans à travailler tous les jours, le matin, de 8h à midi, voire plus, à raison de 5 jours par semaine. Et donc, j'ai écrit 8000 pages en faisant de la recherche sur ces combinaisons et sur ce qu'elles peuvent signifier quand on se fait un tirage. Voilà. Et on est surtout axé sur le développement personnel, en effet. Donc, on va parler de choses en lien avec la psychologie, etc. Non, je ne vais pas parler justement dans mon livre. Je parlerai peut-être en introduction, un petit peu comme je l'ai fait, de mes expériences, etc. Mais je ne vais pas forcément parler beaucoup de moi. Parce que c'est pas moi qui importe. C'est ce que font les pierres pour les gens. C'est ça que je veux transmettre. C'est quand tu prends ce jeu de cartes et que tu tires une pierre, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Et ce qu'elle va faire pour toi, c'est pas forcément ce qu'elle va faire pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis le messager, mais il s'agit pas de raconter mon histoire, c'est pas une biographie, tu vois. Et par contre, j'ai des élèves qui travaillent, qui sont installés, qui utilisent ça, et j'ai leur retour, ils me disent, ouais, des fois, c'est quand même hyper précis, hyper juste, et les gens, quand ils lisent le texte, qu'on leur lit le texte, ils sont assez bluffés de la pertinence et de la justesse. Alors, des fois, on tombe un peu à côté, parce qu'il y a quand même 2000 combinaisons, donc quand tu fais un tirage pour tomber sur le truc pile poil, mais des fois, c'est criant de vérité, ça fait peur, tu te dis, mais comment ça peut être inscrit? Là, ce que je viens de parler à ma copine de ça, je tire une carte, et c'est exactement ça, alors que j'avais une possibilité sur 2000 de tomber sur le bon message. Des fois, c'est pertinent. Et c'est pas qu'un message. Donc ça, c'est un tarot. Le jeu de cartes, c'est un tarot. Mais c'est pas simplement un tarot, c'est aussi une combinaison de pierres qui t'apporte un soin. C'est-à-dire que tu restes pas avec un message où c'est une fatalité, c'est que tu as à un moment donné un outil énergétique qui te permet de te corriger, de changer les choses. Et c'est là où c'est pas simplement un tarot où tu es dans une fatalité, c'est un tarot où tu peux essayer d'harmoniser pour ne pas subir. C'est-à-dire que quand tu sors, s'il pleut, t'es pas obligé d'être trempé, tu peux prendre un parapluie pour rester au sec, quoi, tu vois. Ça fait une différence. Je sais pas si on arrive vers la fin. Mes actualités, donc moi j'ai créé une école de la pierre en Vendée. C'est très facile. Le parking il est gratuit. Vous pouvez venir. Les cours ils sont pas chers. Il y a la boutique ouverte l'après-midi. Je suis très accessible.
Il y a un atelier de polissage avec 3 postes pour ceux qui veulent apprendre à polir. On peut apprendre à polir des cabochons sur 2 jours. Le stage, c'est 320 balles et vous repartez avec des pierres que je vais vous tester, donc qui vous correspondent, qui sont à peu près la valeur du stage. Donc, en fait, vous allez apprendre à polir vos pierres, des pierres qui vont vous correspondre énergétiquement. Voilà, ça, c'est sympa à faire. Ensuite, il y a un stage d'initiation litho sur 4 jours. Le prochain est en février. J'ai pas les dates exactes, mais c'est vers le 20-25 février. Vous repartez avec 80 pages de support de cours, vous partez avec ce jeu de cartes, et si vous êtes thérapeute, j'ai formé plein de thérapeutes qui vont pas forcément continuer en lithothérapie, mais qui vont se servir de ce jeu de cartes pour accompagner leurs soins, parce que en tirant une carte, ils vont comprendre tout de suite la problématique sur laquelle ils sont en train de travailler avec la personne. Alors que quand on travaille avec les mains, des fois, on a des sensations, on voit des choses, mais on n'a pas forcément bien défini sur quoi on travaille. C'est pas toujours clair. Donc là, ça apporte une précision. Et aussi, la pierre, s'ils ont des pierres, c'est une clé énergétique qui, en plus, va ouvrir les champs, va permettre de travailler encore plus dans le soin. Ensuite, il y a des stages de perfectionnement. Pour ceux qui ne peuvent pas faire la formation lithothérapeute sur 2 ans parce qu'ils ne veulent pas être lithothérapeute ou ils habitent trop loin, etc., c'est-à-dire que quand on habite à plus de 4 heures de route, c'est un peu compliqué de venir jusqu'ici sur 2 ans. Mais il y a des formations sur 3 jours et 4 jours. Et donc, il y a 3 stages de perfectionnement. Là, il y a le lithogénéalogie qui est sur le transgénérationnel, qui est en 2 fois 3 jours. Il y a le lithostasie qui est vraiment axé sur la santé physique, les mémoires enregistrées par les organes, les glandes et les systèmes, et comment on rééquilibre chacun. On va identifier qu'est-ce qui pêche, alors que des fois, c'est même pas indiqué par les prises au niveau sanguin, quoi. Enfin, je veux dire les prises de sang. Déjà, il faut trouver un médecin. Ici, on est dans des déserts médicaux, donc bonne chance. Et ensuite, on a un stage guidance litho qui va nous permettre plus d'être dans la guidance avec ce jeu de cartes et où le coaching, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles où on va vraiment, c'est le coaching sur le professionnel, le sentimental, le développement personnel, les protections. J'ai un protocole protection quand même. Après tout ce temps, après 20 ans de travail avec les pierres, voilà, j'en parle un petit peu parce que c'est quand même des questions qui se posent, mais c'est vraiment en dernier recours pour moi la protection, quoi. Alors les dates, c'est sur mon site, ouais. Alors j'ai mon site écoledelapierre.fr, toutes les dates sont indiquées. Sur mon Facebook aussi régulièrement. Donc en février, il y a un stage d'initiation litho, il y a le lithogénéalogie, il y a des stages polissage assez régulièrement. Il va y avoir un stage d'initiation bioénergie, il y a un stage géobiologie l'été. Et sinon, il faut regarder sur mon site. Ouais. Les pierres que je reçois en boutique, est-ce que je voyage pour trouver des pierres? Si je devais voyager, ça me coûterait très cher et déjà que je ne suis pas beaucoup en boutique parce que j'ai mes stages, donc les gens ils viennent le samedi, c'est fermé. Mais non, aujourd'hui, plus personne ne voyage pour acheter des pierres. On a des réseaux, il y a des professionnels. J'ai des contacts à l'étranger. Quand je ne trouve pas une pierre, il y a des pierres que je vais tailler moi-même, je vais importer du brut directement aux mineurs. Donc j'ai des contacts en Argentine, au Mexique, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, etc. Mais j'ai aussi des partenaires ici en France, des grossistes de Madagascar notamment, qui importent, qui sont spécialisés dans l'importation. Ils font que de l'import-export et donc ils ont le matos en fait. Et puis il y a quand même quelques grossistes en France. Si on trouve pas, on peut toujours aussi aller voir chez eux. Alors c'est vrai que les grossistes, des fois on est un peu, on sait jamais trop ce qu'on soit. Hein. Le mieux c'est quand même de voir la pierre et de la choisir soi-même. Voilà. Autre chose? Bon, j'ai dépassé finalement le. Je suis très bavard, hein, Séverine, excuse-moi, hein, quand on me lance. J'espère avoir apporté, je ne sais pas s'il y avait des gens connectés ou pas ce soir, je ne sais pas s'il y avait un peu de monde. J'espère avoir apporté un nouvel éclairage sur les pierres et leur utilisation. C'est un peu mon rôle en fait. C'est essayer d'apporter un autre regard sur cet outil qui est vraiment merveilleux, qui est plein de magie et qui peut vraiment aider quand c'est bien fait. Les pierres, ça peut vraiment être un outil intéressant, quoi. Voilà. Il faut juste avoir la bonne pierre pour que ça fonctionne. Autre chose? C'est bon? Ok. Bah oui, moi ça me fait plaisir. Voilà. Ben non, ben c'est pas grave. Euh, J'espère avoir répondu aux questions et que
ça fait un peu plus, ça fait un, comment dire, une animation de plus pour toi aussi, donc c'est très bien comme ça. Voilà, donc ben, moi c'est ok, tu peux dire bonsoir à tout le monde de ma part aussi. Ciao.